Bonjour à vous, je suis Olga Duhamel-Noyer et je viens avec Annie Goulet vous présenter les 4 nouveautés de la rentrée chez Héliotrope, 3 romans et 1 polar. Donc, à moi de vous parler d'abord du premier roman de la rentrée chez Héliotrope. On est très heureuse d'accueillir Emmanuelle Caron chez nous. Vous la connaissez peut-être pour son dernier livre publié chez Grasset. C'était son premier roman, Tous les âges me diront bien heureuse. Et celui-ci, son deuxième, Les lois du jour et de la nuit, c'est son premier roman publié au Québec. Je vais la laisser parler elle-même de l'histoire que ça raconte, mais 2 mots peut-être pour vous dire qu'on a été absolument séduite d'abord par sa plume qui est parfaitement maîtrisée, très assurée. Dès les premières lignes, elle sait établir une ambiance un peu d'inquiétante étrangeté qui tranquillement bascule presque vers l'horreur. Enfin, je ne veux pas en dire trop. C'est un roman pas exactement d'aventure, mais qui regorge d'aventure, qui tient un peu de la tradition gothique du roman. Donc, où il est question de magie noire et blanche, de forêt, de toutes sortes, et de personnages étranges que je laisse Emmanuelle vous présenter tout de suite. Voilà. Les lois du jour et de la nuit, c'est l'histoire de 2 personnages, Marguerite et Armand, qui s'aiment, qui sont mariés, mais qui sont séparés par des circonstances exceptionnelles. On est en 1954 et Armand est à Dien Bien Phu, en Indochine, et les soldats. Et Marguerite, elle est restée dans les Landes, en France. D'un côté, Marguerite, eh bien, elle est à bout de ressources puisque son mari a été porté disparu et elle a dû accepter à contre-cœur de revenir sur la propriété familiale de sa mère, Ornella, dans les Landes, donc une mère avec qui elle a des relations extrêmement compliquées. Or, à peine est-elle installée que des événements extrêmement étranges arrivent. Les poules de sa propriété se mettent à mourir. Une glaire blanchâtre se met à couvrir son jardin. Son fils, Pierrot, se met à avoir une attitude extrêmement bizarre. Et pour couronner le tout, puisque ce sont des signes de sorcellerie, un homme qu'elle ne connaît pas vient à elle, un géant, pour lui dire que sa mère et son frère sont pris à mort, ils sont donc ensorcelés. Marguerite va devoir prendre donc la mesure de ce qui se passe dans la propriété, dans sa famille, et pour protéger son fils, elle va devoir prendre part au combat, elle aussi. D'un autre côté, de son côté, on a Armand, qui a été fait prisonnier à Dien Bien Phu et qui est mené avec les autres prisonniers sur la longue route qui les mènera au camp. Il s'ensuit une fuite hallucinée dans la forêt où ils devront faire face à ces sortilèges et ils devront prendre le risque d'être avalés par cette forêt. Et voilà, c'est l'histoire de Marguerite et Armand, les lois du jour et de la nuit. Mathieu Leroux nous revient enfin cet automne avec un roman éclatant et puissant sur lequel il travaillait depuis plusieurs années. Le livre s'intitule « Avec un poignard » et raconte la quête d'un homme qui cherche à comprendre et à liquider les échecs sentimentaux qui jalonnent sa vie depuis trop longtemps. C'est aussi un roman qui laisse parler la colère, celui d'un fils pour un père fuyant depuis toujours, absent, ailleurs, un père qui souffre désormais de démence. Le héros d'Avec un poignard pourra-t-il s'apaiser après avoir libéré la bête féroce en lui qui ne demandait qu'à rugir, qu'à ruer dans les brancards? Les nouveaux paysages qu'il découvre et les corps toujours changeants l'occuperont un temps. Mathieu Leroux sait faire claquer la langue pour parler du désir et du désir d'être aimé. Il sait entraîner le lecteur comme la lectrice dans les errances de son narrateur au plus près de ses amants, de ses questionnements, de ses espoirs frénétiques et de ses rêves brisés. À toi, Mathieu. Avec un poignard, c'est l'histoire d'un homme qui en peut plus de sa vie à Montréal et qui décide de tout mettre en plan et se pousse à Las Vegas. À Las Vegas, il commettra une série de gestes terribles, aux conséquences peut-être irréparables, je ne sais pas, et réapparaîtra des mois ou des années plus tard à Berlin avec les conséquences de ces gestes-là. C'est un roman donc sur la mémoire, le deuil, la résilience. On suit donc le narrateur à partir du moment où on arrive à Vegas. C'est une série de péripéties qui se multiplient, qui sont de plus en plus intenses, voire violentes, cruelles. Il y a tout un jeu aussi avec le surnaturel dans le roman qui nourrit en quelque sorte les lubies
ou le côté sombre du narrateur. Olga veut que je dise qu'il y a plusieurs amants qui passent dans le roman. C'est une des données, effectivement. Il y a consommation de plusieurs substances et plusieurs corps dans le texte. Voilà, donc je pense que ça fait le tour. Après ces différents excès, il y aura à subir peut-être les conséquences de ces différents excès. L'avant-dernier roman publié de Catherine Mavrakakis, Oscar de Profundis, brossait le tableau d'une effroyable pandémie se déroulant dans un futur proche. Le roman suivant, L'Annexe, paru l'automne dernier, racontait le confinement de l'espionne Anna, grande admiratrice de Anne Frank, qui se retrouvait enfermée avec d'étranges personnages, tantôt grotesques, tantôt menaçants. Je dois avouer que lorsque Catherine m'a parlé du nouveau livre qu'elle écrivait, j'ai été heureuse et un peu soulagée d'une certaine manière qu'il soit question de fleurs. Je l'ai vu comme un signe favorable, comme une promesse de jours meilleurs à venir. Et ce, même si ce nouveau roman de Catherine est un livre sur le deuil dans lequel une fille s'adresse à sa mère disparue depuis peu. On connaît la romancière et je peux vous dire que son hyperlucidité continue d'être à l'œuvre dans ce livre, L'absente de tout bouquet. Mais ce roman, c'est aussi et surtout un livre émouvant, intime, sur la douleur de la disparition des gens aimés, sur les roses, les pivoines et toutes les fleurs qui refleurissent pour qui cultive son jardin. Mais Catherine, pourquoi parler des fleurs? Les fleurs, parce que d'abord, je suis très allergique au pollen des fleurs, donc j'entretiens avec les fleurs un rapport d'amour-haine. Et je pense que mon texte parle de l'amour et de la haine pour une disparue, pour une morte qui est la mère de la narratrice. Et j'ai conçu le livre comme un hommage fait de fleurs, de petites fleurs, c'est-à-dire de fragments qui forment un bouquet qui serait celui que la narratrice tendrait à sa mère défunte. Les fleurs, c'est aussi quelque chose que je trouve très beau. C'est quelque chose de poétique. Pour moi, ça a toujours été lié à l'univers de Mallarmé, qui parle beaucoup des fleurs et qui a écrit cette phrase « Je dis cette fleur » et puis bon, je ne cite pas tout ce qu'il va dire, mais c'est l'absente de tout bouquet, que le langage renvoie à une absence. Or, j'avais envie de travailler l'idée que mon livre, qui est un langage, qui est fait de mots, essaye de faire revivre quelqu'un, mais en même temps de montrer la présence impossible, donc l'absence. Et voilà donc pourquoi j'ai choisi le titre, qui est un titre qui a été pris à Mallarmé, c'est L'absente de tout bouquet. Donc c'était essayer de voir comment ce thème de la mère morte pouvait se retrouver dans des petits détails du quotidien, dans justement les fleurs que l'on reçoit, dans les fleurs qui sont dans la rue, dans mes allergies par exemple aussi, puisque je suis allergique au pollen. Donc c'était un peu de voir comment les fleurs pouvaient être à chaque moment de la vie un hommage à la mère disparue. Maintenant, je vous présente le dernier livre de la saison. C'est aussi la dernière addition à notre collection Héliotrope Noir. Il s'agit du livre Le printemps des traîtres de Christian Giguère. Christian Giguère qu'on a connu il y a 2 ans déjà avec son premier roman La disparition de Kat Vandal qui lui a valu le prix Jacques Meyer du roman policier. Ça se passait dans le nord-est de Montréal et cette fois-ci, avec Le printemps des traîtres, on est dans le sud-ouest au contraire. Et ça raconte l'histoire de Michael. Alors, Michael, c'est un personnage très troublé, très complexe, qui a eu des grands élans d'énergie durant le printemps érable et qui, au terme de ça, s'est vu dégonflé, débiné, dépressif, qui a donc lâché les études, mais dans la foulée, il s'est vite retrouvé père d'une petite fille. Il a déménagé sur la Rive-Sud avec sa copine qui a des problèmes de consommation. Lui, il se met à vendre du fentanyl pour subvenir aux besoins de sa famille comme il peut. Et la DPJ leur court après, essaye de leur retirer la garde de leur fille. Bref, c'est dans ces circonstances-là très précaires qu'on rencontre Michael au début du livre. Or, il est approché par le clan McAllister, qui est à la tête du gang de l'Ouest, un gang criminalisé. Et le père McAllister invite Michael à se joindre au rang. Alors, sa mission consiste à intercepter un véhicule de la bande ennemie, la Triade. C'est un véhicule qui transporte des jeunes réfugiés qui sont destinés à la prostitution. Donc, son boulot, c'est d'intercepter le véhicule et de mettre les femmes en sécurité et d'alerter les médias
pour pointer les projecteurs vers la bande ennemie. Évidemment, la mission ne va pas se passer du tout comme prévu. Je ne peux pas en dire trop parce que ça va vous dévoiler des choses que j'aime mieux laisser à votre lecture. Mais disons que Michael n'a pas toutes les clés pour comprendre quelle était sa mission. Le gang de l'Ouest n'est pas nécessairement celui qui tire toutes les ficelles. Finalement, c'est peut-être juste un rouage dans une énorme machine tentaculaire qui implique des politiciens, des corps policiers, fédéral, provincial, des mécènes, ceux qu'on appelle les mystérieux mécènes, qui sont peut-être des donateurs de partis. Et donc, la machine s'embrouille et Michael va se retrouver évidemment au cœur de la tourmente dans tout ça. Alors, si on veut résumer autrement, on peut dire que c'est un roman où le personnage a constamment des nouveaux choix à faire. Il faut qu'il se demande à qui offrir sa loyauté et à qui offrir sa confiance dans un monde très complexe qu'il connaît à peine. C'est un roman fascinant. D'abord, la grande qualité de Christian Giguère, c'est qu'il a une acuité du regard absolument fascinante. Il nous décrit un milieu interlope complètement méconnu et c'est comme si on y était. Donc ça, c'est la première chose. Mais au-delà de ça, c'est aussi un roman sur la trahison, la loyauté, tous des thèmes universels qui font que je crois que ça peut plaire à un vaste public, même si ça va surtout conquérir le cœur de lecteurs de romans noirs aguerris. Voilà, alors c'est le dernier titre de notre saison. J'espère que la rentrée va se passer bien pour vous tous. Merci!